Alors l'école, alors il y a une histoire longue et il y a une histoire courte. L'histoire courte, c'est simplement 1880 à peu près. Et c'est... Non, il faut commencer quand même par l'histoire longue. Un jour d'inventer l'école. Qui a eu cette idée folle? Un jour d'inventer l'école. Commençons ce voyage dans le temps par l'Égypte antique, ou comme elle l'était appelée à son époque, Kemet. C'est ici, il y a un peu plus de 4000 ans, que se développe l'instruction instituée, lançant les bases de la pédagogie de notre région du monde. Kemet, étant déjà un grand royaume, grâce à son agriculture florissante, peut se permettre de spécialiser les tâches des hommes et ainsi faire apparaître une caste dirigeante. Celle-ci, pour les tâches qu'elle aura à accomplir, nécessite déjà l'apprentissage de savoir-faire fondamentaux, l'écriture et la lecture, les mathématiques et la notion du temps. On imagine difficilement comment gérer des stocks, préparer les crues régulières du Nil, transmettre une loi et un code moral à un pays de l'échelle de l'Égypte sans ces notions de base. Particularité de l'Égypte, elle commence presque tout de suite son système scolaire avec deux structures distinctes pour enseigner. L'Atsébet, correspondant à notre école primaire, At pouvant signifier force ou Aat pour accumulation, et Sebet pour l'accès à la sagesse, dérivé de Seba, polysémie signifiant étoile, porte, instruire, enseignement. Et le Péranque, littéralement maison de vie. Comparable à des universités, on y enseignait de manière libre les sciences pointues à la future élite du royaume. Elles étaient presque systématiquement rattachées à un grand temple local et souvent spécialisées dans un domaine, comme l'école de Saïs, réputée pour ses médecins. Le plus emblématique de ces lieux est sans doute le Ramesséum, aussi appelé Temple de millions d'années, bâti par Ramsès II dans la cité nécropole de Thèbes. Entre 5 et 7 ans, les écoles de Kémit accueillent principalement les fils de l'élite sociale du royaume. Nobles, guerriers, prêtres et scientifiques y grandissent ensemble. Il existait même un lieu de formation des travailleurs dans le village d'artisans de Deir el-Médineh, qui instruisait ceux qui allaient recevoir la tâche sacrée de construire les monumentaux temples et nécropoles des pharaons. Les cours se déroulaient bien souvent en plein air, à l'abri du soleil sous des voiles tendus. Dans l'Atsébet, les élèves apprenaient en premier lieu l'écriture et la lecture, s'entraînant à la calligraphie et recopiant des ouvrages classiques, incorporant au passage la morale de leur père induite dans ces histoires. Pour éviter les dépenses excessives, le papyrus est réservé aux dernières années d'études. La majeure partie de leur formation, les élèves utilisent des morceaux de bois enduits d'argile ou de plâtre, ainsi que les fameux ostraca. Ce sont des éclats de pierre et de poterie, suffisamment lisses pour y pratiquer la gravure au stylet, de l'alphabet hiératique et pour les fonctions cultuelles des hiéroglyphes. L'esthétique avait plus de valeur que l'orthographe ou la grammaire, un texte incorrect étant toujours plus utile qu'un texte illisible. Il faut savoir que les Égyptiens, très utilitaristes, n'enseignent pas plus que le strict minimum nécessaire aux élèves. Ainsi, après avoir appris à lire et écrire, la plupart des jeunes partaient travailler avec leur famille. Les arts, par exemple, ne sont enseignés qu'à ceux qui en feront leur métier. Ceux qui restent, poussés par leur famille à accomplir de plus grandes études, afin de se spécialiser et sécuriser leur niveau social, entrent au Péranque pour apprendre des métiers plus pointus. Médecins, astronomes, théologues, architectes, diplomates, scientifiques et interprètes y sont formés. On y enseignait de manière commune les rudiments arithmétiques, géométriques et de notions du temps. Ces lieux, véritables pôles intellectuels, à l'image de nos universités, attiraient beaucoup de monde, avec leurs bibliothèques très fournies en rouleaux religieux, ésotériques, médicaux et scientifiques. Aussi rude que le désert l'entourant, la discipline y était de fer. Les élèves y étaient régulièrement battus et parfois entravés,
lorsque leur esprit tendait à vagabonder. L'école est un lieu tellement dur que le déterminant le symbolisant en hiéroglyphes est un homme tenant un bâton. Plusieurs textes montrent la cruauté de ce système d'apprentissage, comme celui-ci. C'est sur son dos que l'oreille du jeune garçon est située. Ce n'est que lorsqu'il est battu qu'il écoute. Rythmant la journée, des temps de pause et de jeu étaient présents dans la vie des jeunes élèves. On y retrouve même déjà des billes. Comme quoi, 4000 ans plus tard, rien de nouveau sous le soleil. À la maison, le père de famille donne l'enseignement moral, ainsi que de la gestion patrimoniale. Il forme aussi souvent ses fils à son propre métier, afin de leur transmettre outils et ateliers. Il s'agit pour eux d'un devoir sacré, rite nécessaire pour transformer l'enfant en adulte responsable. On peut estimer que le travail de ces jeunes apprentis représentait une part non négligeable de la main-d'œuvre et de l'économie de l'époque. Quant aux filles, bien qu'on retrouve des traces de femmes fortement instruites, elles sont pour l'essentiel instruites et éduquées par leur mère. Celle-ci leur transmet tout le savoir nécessaire pour devenir à leur tour de bonnes mères, de bonnes épouses et de bonnes maîtresses de maison. Merci au docteur Amandine Marchal, égyptologue au CNRS, pour son travail qui a inspiré en grande partie cette vidéo, ainsi qu'à tous ceux qui m'auront suivi jusqu'au bout. Je vous invite à suivre la chaîne sur notre page Facebook et à vous abonner sur YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos.